Le programme économique des trois grandes forces politiques du pays et leurs conséquences pour les épargnants passé à la loupe avant le premier tour des élections législatives, une nouvelle banque suisse qui fait faillite après Crédit Suisse et le géant Nvidia qui pèse désormais plus lourd que le CAC 40 ou la Bourse de Londres. Voici le sommaire de ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale décidée le 9 juin dernier par Emmanuel Macron, la France semble être entrée dans un monde parallèle, nous dit un édito du journal Le Monde. Parenthèse, en ce qui concerne la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, je vous invite à aller écouter la passionnante analyse de l'historien et démographe Emmanuel Todd sur Elucide, qui explique que cette dissolution de Macron est un quasi-coup d'État. Pour en revenir à l'édito du Monde, l'article nous explique qu'alors que pendant les semaines qui ont précédé ce coup de tonnerre politique, le débat portait sur l'ampleur des économies à trouver pour le budget 2025 qui s'annonce périlleux à boucler, la perspective des élections législatives et d'un changement potentiel de majorité a totalement désinhibé les partis politiques sur le contexte budgétaire. Les oppositions, mais aussi la majorité, se sont lancées dans une surenchère de dépenses, comme si le coup de poker d'Emmanuel Macron avait agi tel une ardoise magique sur les engagements financiers du pays. En bons politiciens, les uns et les autres se tirent actuellement dans les pattes et étrillent les programmes des uns et des autres. Bruno Le Maire expliquant par exemple que les programmes économiques du nouveau Front populaire et du RN sont marxistes. Le ministre de l'économie omet bien évidemment de critiquer son propre bilan et la réalité des comptes publics dont il est en charge, qui est désastreuse. Pour rappel, la France affiche un déficit public de 5,5% du PIB et devra emprunter en 2024 près de 300 milliards d'euros sur les marchés financiers, la dette totale s'élevant à 3 200 milliards, avec une charge des intérêts dépassant les 52 milliards d'euros. À tel point que l'Union européenne recommande d'ouvrir une procédure contre la France pour déficit public excessif. Et comme le résume le journal Le Parisien, économiquement, la France est sur un baril de poudre. Et selon le quotidien, le pire pourrait arriver. Quels que soient les résultats du scrutin, dont le premier tour aura lieu ce dimanche, le scénario d'un pays de toute façon ingouvernable est celui qui transpire les analyses de nombreux observateurs. Et qu'on se le dise, dans beaucoup de secteurs, beaucoup vont trinquer de cet immense chaos politique en cours et à venir, comme pour le secteur de l'immobilier, déjà en crise par exemple. Dans une tribune pour le magazine économique Capital, Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'Institut du management des services immobiliers, explique que la dissolution de l'Assemblée nationale est un geste assassin pour l'immobilier et que le secteur n'est pas prêt de s'en remettre. Le secteur bancaire est également en souffrance avec par exemple la BNP, en perte de 11% depuis la dissolution, qui vient de céder sa place de première capitalisation bancaire d'Europe. Et le français moyen, sur qui l'inflation continue de peser et pour qui, selon un sondage, le pouvoir d'achat reste un des enjeux prioritaires, ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé. Si vous voulez en avoir une petite idée, la chronique Agora a publié sur son site une série de 3 articles pour comparer les programmes économiques du nouveau Front populaire, du RN et de Renaissance pour ces élections législatives et leurs conséquences pour les épargnants. Je vous mets le lien vers ces 3 articles en description de la vidéo si vous souhaitez en avoir tous les détails. Mais pour synthétiser, les 3 programmes sont cloués au pilori par la plume de Patrick Coquart. Le programme économique du Front populaire vise à augmenter la fiscalité sur le patrimoine et à faire peser de nouvelles contraintes sur les propriétaires bailleurs. Selon l'article, beaucoup de dispositions du NFP, si elles étaient mises en œuvre, auraient pour conséquence de contraindre et d'appauvrir les entreprises. Un programme qui, selon l'auteur, contient aussi une longue liste de nouvelles dépenses publiques qui, si elles devenaient effectives, creuseraient les déficits et les dettes publiques et contribueraient à ralentir l'économie et à appauvrir les Français. Quant au programme du Rassemblement national, la chronique Agora le dépeint comme flou avec absolument rien pour les épargnants. S'il semble un peu moins dépensier de prime abord que celui de son principal concurrent, le nouveau Front populaire, l'auteur nous dit qu'il contient des dépenses de taille, notamment réduction de la TVA, remise en cause partielle de la réforme des retraites et annulation de la réforme de l'assurance chômage, qui, mises en œuvre, pèseront lourdement sur les finances publiques en l'absence d'économies d'un montant équivalent. En outre, il comporte une mesure phare à destination des épargnants, qui est de supprimer l'IFI, qui taxe l'enracinement, et créer un IFF, impôt sur la fortune financière, pour taxer la spéculation. Il s'agit en résumé de faire l'exact inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat en transformant l'ISF
en IFI. Enfin, en ce qui concerne le troisième programme, celui du camp présidentiel, la chronique Agora nous le présente comme dépourvu d'idées nouvelles. Patrick Coquard nous dit que les épargnants pourront se réjouir de la promesse d'une exonération des frais de notaire en cas d'achat d'un logement jusqu'à 250 000 €, mais se désoleront de celle d'une taxe sur les rachats d'actions. En résumé, nous dit Patrick Coquard, il n'y a pas de remise en cause de la politique menée depuis 2017. C'est en quelque sorte le statu quo, comme si la majorité présidentielle considérait que l'essentiel des réformes économiques, notamment celles en faveur de l'épargne, ont été faites et qu'il n'y a pas vraiment nécessité à renouveler l'action sur ce plan. Dans tous les cas de figure, selon la chronique Agora, ce sera dur pour l'épargnant. L'épargnant français qui, comme nous le dit Monnaie Radar, possède en moyenne un patrimoine financier s'élevant à 69 000 €, patrimoine financier qui regroupe en gros les comptes bancaires, tout ce qui est livret, les actions. Il va donc falloir le protéger, ce patrimoine, et le meilleur moyen de le faire, pense-t-on chez Aucoffre, c'est d'acheter des métaux précieux en physique, et notamment de l'or, dont le cours de l'once se situe actuellement autour de 2173 € et des 2330 $. Un cours qui pourrait encore grimper dans un avenir proche pour diverses raisons, notamment liées au contexte géopolitique international, très instable, comme on vous le dit depuis des semaines, aux élections américaines de novembre prochain, et aussi à la soif d'or des banques centrales qui ne semblent pas prêtes de s'arrêter, selon un récent sondage du World Gold Council. Enfin, des crises bancaires pourraient également venir doper le cours du précieux métal jaune. Le média suisse RTS nous informait la semaine dernière que la banque de trading genevoise Flowbank a été déclarée en faillite par l'autorité suisse car elle n'avait plus les fonds propres nécessaires. Résultat, près de 22 000 clients n'ont plus accès à leur argent et les seuls dépôts de moins de 100 000 francs suisses seront remboursés. Et il n'y a pas qu'en Suisse que le secteur bancaire est en difficulté. Monnaie Radar nous informe que la 5e banque du Japon liquide 63 milliards d'actifs en urgence. Norichukin Bank doit éponger 9,5 milliards de dollars de pertes suite à des résultats désastreux et va liquider 56% de ses obligations américaines et européennes, soit à peu près 20% de tout ce que possèdent les banques japonaises. Ajoutez à ce contexte qui secoue dans tous les sens la Chine qui met en garde contre une guerre commerciale avec l'Union européenne et le géant Nvidia qui devient la première capitalisation mondiale sous la poussée prodigieuse de l'intelligence artificielle, et vous avez là un joli cocktail d'incertitudes en perspective pour les semaines et mois à venir. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous au mois de septembre à la rentrée afin de voir comment toute cette tectonique des plaques a évolué lors d'un prochain épisode de l'Hebdor. D'ici là, je vous souhaite un très bel été à tous et vous dis à bientôt pour une nouvelle revue de presse.